Ridwana Bagri, bonjour. Bonjour Rose. On va pas faire semblant pendant cette émission, parce qu'on se connaît bien évidemment, on travaille ensemble bien évidemment. Oui. Je suis ravie néanmoins de te recevoir pour ce podcast et qui est à la suite de la création de ce livre. Je voulais savoir justement qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir écrire justement ton histoire et vouloir écrire ton aventure entrepreneuriale. Bah écoute, moi j'ai écrit ce livre tout simplement parce que je sentais que c'était le moment. Je sentais que beaucoup de personnes me demandaient des choses sur l'entrepreneuriat. Je donne toujours cours à Disha College sur toutes les problématiques liées au startup management et à l'entrepreneuriat et à la création d'entreprise. Et c'est vrai que je me suis dit il fallait une base que je puisse donner à mes étudiants pour qu'ils puissent avoir comme un manuel un peu sur toutes les problématiques, qu'elles soient sociologiques, psychologiques, qu'elles soient comportementales, qu'elles soient financières, sur tout ce qui va regrouper le spectre entrepreneurial. Et du coup, j'ai essayé de réunir, on va dire, tout ce territoire-là sur un seul ouvrage. Et c'est vrai que c'était très compliqué à écrire pour moi au début, parce que c'est pas un exercice que j'avais prévu de faire à la base et que je pensais aussi difficile. Mais en tout cas, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur moi-même déjà, de synthétiser pas mal de choses et de faire aussi un bilan. Et vu qu'à la base c'était censé être un manuel, en fait je l'ai vite transformé en livre parce que je me suis dit il n'y avait pas que les étudiants qui me demandaient. Je recevais pas mal de messages sur Instagram. Avec l'incubateur Caméléon, j'avais beaucoup de demandes, on accompagne pas mal de créateurs d'entreprises. Donc je me suis dit, plus que de répéter à chaque fois la même chose sur certains sujets, je vais écrire un livre. Comme ça, je pourrais aussi transmettre de façon plus grande, en tout cas ma voix et mon expérience entrepreneuriale. Et du coup, tu n'as pas le sentiment que c'est une forme de mode de vouloir constamment entreprendre? Alors actuellement aujourd'hui, je dirais que c'est plus un lifestyle qu'une mode. C'est vrai qu'on a eu un modèle un peu hybride où c'est vrai que la recherche de liberté de certains profils ont fait qu'ils sont transformés freelance et aujourd'hui c'est un peu le brouillon entrepreneurial qui fait que on a des personnes qui sont des salariés un peu cachés et c'est pour ça qu'ils sont entrepreneurs plus dans la contrainte, dans l'organisation. D'ailleurs, tu en parles dans ton livre ouais. Sur l'art de la chasse, si je dis pas de bêtises. Il y a l'art de la chasse, il y a l'uberisation un peu d'entrepreneuriat. Oui, exact. Et c'est vrai que cette partie de l'uberisation, on la ressent fortement aujourd'hui. Et du coup, pour toi, est-ce que c'est du vrai entrepreneuriat? Alors, je ne sais pas s'il y a un faux entrepreneuriat. C'est pas faux. Voilà, mais ce qui est bien au moins, c'est qu'ils se retrouvent au moins avec des comportements similaires à une société. Okay. C'est pour ça que quand on parle entrepreneuriat aujourd'hui, il faut bien distinguer les freelances, les indépendants, les sociétés. C'est-à-dire une personne qui va entreprendre, qui va créer un modèle sur lui-même, ou c'est lui qui va générer par son service des revenus. Et la société qui va embaucher des personnes qui vont délivrer un service ou des produits et qui va être un écosystème beaucoup plus complexe, beaucoup plus contraignant et beaucoup plus aussi compliqué sur le long terme. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment distinguer ça. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a créé une entreprise, on est censé être entrepreneur, mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'un freelance et une personne qui a une société avec 10 collaborateurs, on est sur la même chose et les mêmes problématiques. Est-ce qu'on pourrait résumer ça au-delà des responsabilités? Petit risque, petit gain, grand risque, grand gain? Alors, je dirais petit risque, petite réussite. Ok. Mais grand risque, ça peut être des grands problèmes aussi. Donc, il y a win-win et lose-lose. C'est ça. Il peut y avoir vraiment... et c'est ça qui est beau d'entrepreneuriat, ce que je dis dans mon livre, c'est qu'il n'y a pas de chemin prédestiné, il n'y a pas de formule magique non plus. Il n'y a pas aussi de cartographie qu'on peut anticiper. On peut juste le vivre. Mais ce qu'on peut faire, c'est être préparé et après prendre les meilleures décisions et avoir les meilleurs comportements. Parce que c'est vrai qu'entreprendre, c'est pas quand même un comportement naturel. Non. Parce que dans notre société, c'est pas ce qu'on nous apprend à l'école fatalement ou naturellement. Tu penses qu'on est dans une société où on nous apprend à être juste un bon petit soldat? Je pense qu'on est dans une société où on nous apprend à avoir une carrière plutôt qu'une entreprise. Okay. Et ça, c'est dans notre système un peu élitiste, notre système académique, qui montre qu'aujourd'hui, une personne qui va avoir un parcours académique classique, on veut lui apprendre à gérer une entreprise, à gérer un budget, à gérer l'argent des autres, mais rarement à gérer son propre argent et ses propres investissements. Aujourd'hui, la société française, le seul entrepreneuriat qu'on leur donne, c'est l'entrepreneuriat, on va dire, patriarcal ou matriarcal à domicile, c'est d'avoir son foyer, de faire un investissement immobilier, d'avoir une famille. Donc il y a encore le culte du bon père de famille et du bon gestionnaire de portefeuille. Il y a le culte de la réussite familiale, mais surtout de la réussite du foyer et de la réussite un peu commune. C'est vrai que c'est on y revient un peu. Mais aujourd'hui, si tu prends la majorité des personnes, leur objectif, souvent, dès qu'ils arrivent, par exemple, à la trentaine, ça va être d'investir dans l'immobilier, ça va être d'avoir leur maison, de ne pas être locataire. Et c'est vrai que c'est une forme d'entrepreneuriat, mais cet entrepreneuriat, c'est un entrepreneuriat privé. Et c'est vrai que moi, je n'ai jamais compris ça. C'est que les gens arrivent à avoir des comportements qui sont quand même assimilés à des entrepreneurs sur une vie privée, mais ils arrivent par contre à être locataires de leur carrière.
Et ça, c'est vraiment la chose que j'ai... Très intéressant comme parallèle. C'est vraiment la chose complexe, parce que je me dis, ils veulent que leur maison leur appartienne, mais ça leur dérange pas que la carrière, quand même, une carrière, c'est là où tu passes plus de temps. Tu passes plus de temps à l'entreprise que chez toi. En réalité. Bien sûr. Ouais. Et c'est vrai que ça leur dérange pas de mettre à disposition cette ressource aux autres. Et en même temps, est-ce qu'on peut être tous entrepreneurs? Fatalement, non, parce qu'il faut bien des gens qui travaillent pour toi. Alors sur le côté pratique, non, mais en théorie, oui. Tout le monde peut être entrepreneur aujourd'hui. Okay. Et c'est vrai qu'au fil des siècles et au fil des années, ce qu'on voit, c'est que le marché a toujours des dispositions pour certains profils. Donc c'est vrai que selon le marché, les profils vont être toujours différents. Mais c'est plus le marché qui va faire émerger des profils d'entrepreneurs que vraiment l'entrepreneur qui va choisir j'entreprends maintenant. Si demain, par exemple, qu'on a eu cette ère du digital, on a bien vu que les profils geeks avaient un profil très appétant pour ça, et que c'était un peu les leaders des grosses sociétés, comme on le voit à l'image de tous les GAFA, de toutes les grosses startups, les grosses structures. Mais si tu retournes 30 ans, 50 ans en arrière, tu vois que les profils n'ont strictement rien à voir. Déjà, si on compare juste l'ère du numérique et l'ère du digital, tu vois que les profils, même s'ils sont intellectuellement similaires pour tout le monde, tu vois que c'est des profils qui sont complètement différents. Du coup, même dans la posture professionnelle, même dans la manière de faire du business, même dans la manière de capter des clients, en réalité, c'est complètement différent. Parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils voient, c'est l'évolution sociétale. Mais en fait, c'est plus l'évolution comportementale qu'il faut regarder. C'est-à-dire que les personnes vont toujours consommer de manière différente. Et en fait, tous ces comportements, ça va être là qu'il va falloir capter l'innovation et qu'il va falloir capter comment les gens consomment. Et c'est ça qui va faire que les modèles d'entreprise changent et émergent. Et c'est non l'évolution technologique, même si elle va bien évidemment influencer les comportements. Et c'est pour ça que tu as très peu d'entreprises qui ont réussi à changer ces comportements. Et c'est pour ça que dans ce livre, le meilleur exemple, c'est l'uberisation. On n'a jamais eu... Quand ils ont créé Uber, on ne pensait pas que autant de personnes aujourd'hui allaient prendre un chauffeur pour rentrer chez lui. Et puis c'est même la différence, c'est qu'on pensait que ça allait se scratcher. Bien sûr, on pensait que ça allait aussi tuer les taxis, mais ça a montré que ça a juste gonflé l'offre. Un peu comme les systèmes à la Deliveroo, à la Uber Eats. Les gens cuisinent moins, c'est juste une évolution sociétale. On va revenir un petit peu au B.A.B.A. justement de l'entrepreneuriat avec ce que tu disais. Est-ce qu'au final, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait répondre à un besoin ou c'est quelqu'un qui sait les susciter? Alors ça, tu as plusieurs théories. Tu as les puristes qui disent la création de besoin n'existe pas. Ouais. Tu as les personnes qui vont jouer sur des choses plus subtiles comme l'hédonisme, comme la luxure, comme certains besoins qui sont liés à d'autres attraits, donc qui ne sont pas des besoins fondamentaux. Mais aujourd'hui, on peut dire que les codes du marketing sont complètement bousculés et l'histoire nous montre que tout le monde a raison, mais tout le monde a tort à la fois. Parce que moi, ce que j'estime... C'est presque philosophique, là. Il y a beaucoup de philosophie. Parce que quand il y a d'anthropologie, il y a toujours de la philosophie. C'est tout à fait naturel. Mais aujourd'hui, on voit bien que des fois, il y a des produits, on se dit ça ne sert à rien, mais il est consommé. Oui. Donc c'est vrai, ce qui compte, c'est quel sentiment on va aller chercher chez le consommateur. Et c'est pour ça que je disais juste avant que le comportement du consommateur, pour moi, est la clé, la base de la recherche, de l'action et du modèle entrepreneurial. Alors on le sait, il y a quand même beaucoup de défaillances, il y a beaucoup de fermetures d'entreprises. Oui. Est-ce que c'est, selon toi, plutôt lié au fait d'avoir des mauvais gestionnaires ou tout simplement, tout basiquement, on ne sait plus aller chercher des clients? Moi, je pense que c'est un cheminement naturel. C'est un peu, moi, j'aime bien comparer l'entrepreneuriat aux histoires d'amour. Quand tu regardes la société d'aujourd'hui, tu as beaucoup plus de divorces qu'avant. Ouais. Et bien l'entreprise c'est pareil, parce que les gens souvent ils vont ouvrir une entreprise, ils vont vite se lasser, ils vont vouloir changer, ils vont vite abandonner, parce qu'ils savent qu'il y a des oui, mais alors du coup c'est un peu comme dans le couple, ça veut dire que la personne ne sait pas se renouveler ou raviver la flamme, et c'est un peu le même principe pour l'entreprise. C'est exactement la même chose. Okay. On est vraiment sur les mêmes comportements et sur des sentiments quasi similaires. Ok, intéressant comme concept. Donc si vous voulez faire perdurer votre entreprise, aimez vos clients, c'est un peu ça? C'est déjà aimer votre produit et votre service. Ouais. Et effectivement, après, apprenez aussi à être en communion avec vos clients. Parce que plus on va aimer notre entreprise, plus on va s'en occuper, plus on va la faire grandir, plus on va la faire évoluer, et plus on va la renouveler. C'est plus une question d'évolution, en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un phénomène qui est grave, c'est qu'on a beaucoup de faux sérieux entrepreneurs. Donc on a des personnes qui ont plein d'entreprises, mais qui ne font pas de chiffres, qui ne développent pas de valeur. Justement, est-ce que tu n'as pas le sentiment quand même qu'en France, on a quand même pas mal de coquilles vides? Beaucoup de gens qu'on émerge comme ça en star de l'entrepreneuriat, et quand on creuse un peu, on va pas donner de nom pour se fâcher avec personne, mais globalement, il y a quand même beaucoup de personnes qu'on met en avant pour leur qualité entrepreneuriale, et quand on creuse un peu au niveau de la réussite, ça casse pas trois pattes à un canard. Tu penses qu'on est un peu carencé, ou que les vrais entrepreneurs au final se cachent et ne montrent pas leur réussite? Pourquoi on a un tel décalage en fait? Je suis complètement d'accord avec toi. En général, les grosses structures, les grandes entreprises, les gros entrepreneurs
On va pas les voir à la télé, on va pas les voir médiatiser parce que, premièrement, ils n'ont pas le temps et c'est pas leur priorité, c'est pas leur motivation. C'est vrai que les images qu'on va montrer plutôt à la télé, souvent, c'est, comme tu l'as dit, ça, je suis complètement d'accord avec toi, ce sont des coquilles vides et souvent, ça c'est le modèle français, on met quelqu'un dans les médias, il a créé cette boîte, c'est extraordinaire, mais on sait même pas ce qu'elle fait, on sait même pas le... Trop de storytelling. On sait pas c'est plus que du storytelling, c'est que de la hype en fait. Ok. Voilà, ça veut dire on met de la lumière à un moment donné sur une personne, on crée une qualité perçue sur une structure, et en fait, on sait même pas pourquoi on aime cette entreprise, pourquoi on aime cet entrepreneur. C'est juste qu'elle a eu cette lumière, et c'est vrai qu'en France, on aime bien suivre les hypes. Mais si tu regardes bien, à la télé, quand tu regardes souvent les entrepreneurs qui vont parler, si tu te renseignes sur Internet, sur société.com, sur des structures qui te donnent les vraies informations, sur le chiffre d'affaires, sur l'évolution. Sur des KPIs, sur des classiques, Mm-hmm. il n'y a rien d'extraordinaire. Après, il y a quand même certaines personnes à la télé qui ont une expérience, qui ont un bagou. Voilà, quand on va mettre Free à la télé, on sait que Xavier Niel, il a un parcours entrepreneurial assez incroyable sur différentes choses. Vraiment fou, parce que pour le coup, moi je trouve qu'on est en totale opposition avec la manière d'entreprendre à l'américaine. C'est quand même un survivant. Enfin, c'est rare les grands patrons qui font de la détention et qui arrivent à être quand même sur le devant de la scène et tout le temps adulés. Il y a un côté un peu Bernard Tapie chez Xavier Niel qui est pas inintéressant. Et je trouve que pour le coup, on change un peu notre regard sur l'entrepreneuriat parce que, allez, il y a 20 ans, on n'en aurait plus entendu parler de Xavier Niel après les affaires judiciaires. Bien sûr. Et il a réussi à marquer un peu son style. Ça, c'est à cause et grâce aux médias aussi. D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on retient de Xavier Niel, c'est qu'il a transformé le marché du mobile. Il a créé des abonnements pas chers et il s'est concentré sur un vrai besoin du consommateur, juste de payer moins cher. Il est parti sur une stratégie de pénétration qui était extrêmement forte. Il a fait tomber des très gros par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il a rendu service à la société française. Il a rendu service aux consommateurs français. Et je pense que c'est une forme de reconnaissance ? Je pense que c'est une forme de reconnaissance en disant grâce à lui notre vie est moins chère parce que c'est quand même un type qui a joué sur le pouvoir d'achat et il y a très peu d'entrepreneurs aujourd'hui en France qui arrivent à se dire d'ailleurs il continue et c'est très bien et je pense que c'est un des gros entrepreneurs français comme modèle avec Bernard Tapie effectivement je trouve que c'est un bon parallèle mais aujourd'hui c'est pas une personne qui arrive qui dit voilà mon produit va révolutionner le monde il coûte super cher consommez-le c'est mon produit vous consommez parce qu'il est moins cher et si vous prenez il n'y a pas un concurrent qui le fait au même prix que moi et ça c'est très fort parce que quand on regarde sa stratégie de déploiement sur le long terme, ça a été quelque chose de très complexe et c'est pas à la portée de tout le monde. Et du coup, tu as décidé d'écrire un livre, de partager un peu ton expérience, tes tips même. Mais est-ce que ce qui a fonctionné pour toi, fatalement, fonctionnera pour les autres ? Pas du tout. Pas du tout, c'est pour ça que Alors du coup, pourquoi tu donnes des conseils ? Parce que pour moi, je pense que ce livre, il faut pas le consommer à la lettre, il faut le snacker. Okay. C'est-à-dire que chacun va avoir une résonance avec un des chapitres, avec un des éléments, avec une des expériences. C'est pour ça qu'il y a des chapitres comme la solitude d'entrepreneur qui va correspondre à beaucoup d'entrepreneurs. Et je pense qu'à partir du moment où on voit qu'il y a quelque chose qui peut nous apporter, je pense qu'il faut juste l'écouter. Parce que c'est un peu comme les carrières. Si quelqu'un fait une carrière dans les ressources humaines ou quelqu'un qui fait une carrière dans le marketing, voilà, il y a des postes qui vont être similaires de direction, mais ça va être des métiers différents et un accès à ces postes qui va être complètement différent. L'entrepreneuriat, c'est pareil. Sur un secteur d'activité, sur le marché où tu vas être, on va être sur des formats complètement différents. Donc c'est pour ça que je pense que ce qui a été vrai pour moi ne sera pas vrai pour les autres, parce que moi, je dis toujours que dans l'entrepreneuriat, et j'en parle un tout petit peu, mais je sais que je n'aime pas quand je dis ça, mais tu as quand même un facteur chance. Des fois, il faut que les astres soient alignés. Et c'est un peu comme je dis que le no pain, no gain, il ne faut surtout pas être dans ça, dans l'entrepreneuriat, et qu'il faut être plus réfléchi et plus malin. C'est là qu'on voit qu'il faut vraiment avoir la bonne réflexion et savoir analyser son contexte. Mais surtout, il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir s'inspirer des autres. Mais alors du coup, s'il y a un facteur chance, il faut accepter qu'il y a un facteur malchance et parfois lâcher l'affaire ? Je dirais plutôt s'adapter. Okay. Parce que pour moi, il y a vraiment une frontière qui est très mince entre la persévérance et l'obstination. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs obstinés. Et c'est vrai que l'obstination peut coûter très cher. Okay. Donc il faut savoir, faut que chacun puisse juger sa jauge. Tout le monde ne peut pas rouler à 100 km/h et à 130 à 200 km/h. C'est pour ça qu'il faut vraiment savoir... Parce que tout le monde n'est pas un bon pilote. Tout le monde n'est pas le pilote de la voiture. Il y en a qui vont être meilleurs en moto, d'autres en voiture. Ça va dépendre vraiment des profils. C'est pour ça que chacun doit trouver ses affinités et avec quoi il va avoir un bon jeu. Donc c'est pour ça qu'il faut faire super attention, en tout cas, lorsqu'on entreprend à ses décisions. Et il ne faut pas être dans la... Être optimiste, c'est bien, parce que moi je suis quelqu'un de très optimiste. Et c'est vrai que parfois je me dis, bon, allez, ça va passer, on va faire comme ça. Enfin, j'essaie de me concentrer sur les bonnes choses, mais il faut toujours quand même savoir être un peu joueur d'échecs et toujours imaginer le pire et faire le meilleur. Du coup, tu en as parlé tout à l'heure, la solitude de l'entrepreneur. C'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent, d'ailleurs, parce qu'on a un peu envie de glamouriser ou de glorifier un peu l'entrepreneuriat. Je trouve ça assez intéressant que tu aies consacré
quasiment un chapitre entier à la solitude de l'entrepreneur. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Bah, déjà, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ouais. C'est vraiment un syndrome, j'appelle ça vraiment un syndrome et même limite parfois une pathologie. Alors qu'on ne cesse de parler de la santé mentale des Français, Bien sûr. et bizarrement, on occulte Bien complètement la solitude des entrepreneurs. Bien sûr, parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, mine de rien, vu que c'est pas un schéma naturel, comme on dit tout à l'heure, ça va créer un décalage social, sociologique, qui va faire que parfois, on va pas C'est avoir quoi des ce décalage? Précise juste pour que... Le décalage, il est simple. Déjà, au niveau de tes amis qui vont pas être entrepreneurs, vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde, vous n'allez pas être dispo au même moment. Enfin, déjà, socialement, tu vas pas vivre les mêmes expériences. Enfin, quand tu es entrepreneur, normalement, tu n'es pas là avec des horaires en disant je fais du lundi au vendredi de 9h à 17h30. Tu vas plutôt travailler au fil de tes clients. Ça t'ostracise, ça te met en décalage forcément? Ça peut te renfermer un peu. Tu peux activer un genre de mode ermite sur le sujet. Mais moi, ce que je trouve, c'est que c'est vrai que des gens qui ne sont pas entrepreneurs vont pas toujours comprendre pourquoi tu es entrepreneur. Et c'est vrai que dans tes débuts, même toi, tu vas prendre des choses trop à cœur. Parce que quand tu vas entreprendre, en général, ça veut dire que tu vas tout donner. Tu vas mettre beaucoup d'investissements personnels. Tu peux mettre ta chemise quasiment. C'est ça. Et du coup, tu ne vas pas participer à toutes les soirées, tu ne vas pas participer à toutes les manifestations avec tes amis. Et du coup, tu vas déjà te rendre compte que petit à petit, ton cercle social va changer. Tu vas te faire plus de potes entrepreneurs et moins de potes pas entrepreneurs. C'est-à-dire que tu vas avoir vraiment un petit décalage qui va faire que tu vas avoir besoin d'avoir des gens qui te ressemblent, premièrement pour te rassurer, deuxièmement qui vivent les mêmes choses que toi. Qui vivent les mêmes choses, pour voir que tu n'es pas seul et que ce que tu vis est tout à fait normal. Ça te permet de relativiser, de prendre du recul et de mieux vivre cette expérience. Mais en tout cas, c'est vrai que l'entrepreneuriat, tu as quand même beaucoup de soucis qui ne sont pas naturels. C'est-à-dire que voilà, quand Parce que tu disais que ça pouvait fracturer même le cocon familial. Oui, ça peut fracturer parce que quand au début tu sais pas si tu vas avoir la trésorerie pour payer tes factures, si tu vas avoir le bon nombre de clients pour continuer, si tu vas survivre quelques mois de plus, ça t'empêche de dormir déjà et le sommeil c'est très important. Et je connais pas un entrepreneur qui a pas eu ces problématiques-là. C'est-à-dire de se dire, de se lever à 3h du matin, comment je vais faire, d'avoir la machine qui tourne, d'avoir de broyer du noir. Et ça, voilà, si tu connais pas les bonnes plantes, pour dormir c'est compliqué. Alors attention. Qu'on n'ait pas l'impression que tu fasses l'apologie du cannabis. Non, pas du tout. Tu parles d'homéopathie. Je parle plus de passiflore. Ok, voilà. Très bien. Donc des plantes pour se détendre. Et c'est vrai que tu as besoin de ça parce que vraiment l'anxiété devient quelque chose avec laquelle tu dois apprendre à vivre. Du coup, les bons entrepreneurs sont ceux qui savent bien gérer leur stress ou à l'inverse, sont capables de transformer leur stress en moteur? Ça, encore une fois, ça dépend vraiment des profils. Tu as des profils où le stress va être... ils vont être très anxieux, mais ça va être un gros moteur. Ça va les pousser à être largement meilleurs, c'est-à-dire ils vont eux-mêmes se dépasser. Et tu as d'autres profils qui vont déprimer. C'est-à-dire que ça va les paralyser. Donc c'est pour ça que cette gestion du stress elle est très importante. Et c'est ça que relativiser et savoir se projeter sans se projeter, c'est-à-dire il faut savoir se projeter sur la réussite et pas se projeter sur l'échec, même si on peut l'anticiper. Et ça en fait c'est très complexe à faire parce que c'est pas naturel pour notre cerveau. Il y a un chapitre qui est très intéressant où tu parles du bootstrap. Oui. Et concrètement, je te pose la question que tous les entrepreneurs te posent à un moment donné, c'est est-ce qu'on peut créer sans argent? Alors, on peut créer sans argent, mais en créant de l'argent très rapidement. C'est-à-dire? Ça veut dire que moi, ce que je dis souvent à mes étudiants, ça veut dire que si vous n'avez pas d'argent, vous avez des compétences. Et si vous avez un objectif de créer une entreprise, valorisez déjà vos compétences. Vendez ce que vous savez faire. Si vous avez un talent, je sais pas, ça peut être le dessin, ça peut être de la com, ça peut être de la PAO, ça peut être beaucoup de choses. Prenez l'intermédiaire freelance pour rentrer de l'argent le plus vite possible. Okay. Mettez une annonce sur le bon coin, mettez des annonces un peu partout. Ça, du coup, c'est une forme de bootstrap? C'est une forme de bootstrap, oui. Okay. Ça, c'est une forme de bootstrap. Ça veut dire que j'ai pas suffisamment d'argent pour remplir mes objectifs. Parce que par exemple, moi, mes étudiants, parfois, quand ils me disent, ouais, je vais créer une application, je vais faire ci, je vais faire ça, mais avec quel argent? Avec des investisseurs. Puis surtout, comment tu vas vivre à côté? Comment tu vas vivre? Comment tu vas survivre? Ça t'est arrivé. C'est-à-dire qu'au début du démarrage de Digital College, tu as un temps travaillé en parallèle. Oui, bien sûr. J'ai été prof, directeur de filière pendant très longtemps parce que au début, après, la chance qu'on a en France, c'est que beaucoup comptent sur le chômage quand même. C'est-à-dire ils vont faire une rupture conventionnelle, ils vont être au chômage pendant 1 an ou 2. Ils vont être accompagnés. Voilà, pour se préparer. Le France Travail va les accompagner sur des formations aussi. Donc ça, c'est un bon dispositif qui va parfois aussi les réconforter, mais qui peut être aussi un ralentisseur. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas en mode survie, on ne veut pas aller vite. Et quand on ne va pas vite, l'entrepreneuriat, c'est pas bon. Tu penses qu'il n'y a que quand on est challengé qu'on donne le meilleur de soi? Je pense que quand on est challengé, on développe plus de compétences. Et plus des réactions. Et ces réactions, elles nous poussent à nous dépasser. Parce que quand on n'a pas le choix, et j'en parle dans le livre un peu sur ma théorie des chassés et des chasseurs. Des chassés et des chasseurs. Alors, peut-être explique ta théorie du coup des chasseurs et des chassés. Ça revient un peu sur ce que je disais au début, que tout le monde peut entreprendre. Ouais. C'est-à-dire les chasseurs, c'est les personnes qui veulent entreprendre.
Donc les personnes qui vont vouloir absolument créer une entreprise, aller sur un marché, qui ont cette éducation-là, qui ont fait les études pour, qui ont l'écosystème pour. Donc la vraie culture, la vraie fibre entrepreneuriale. C'est ça c'est les chasseurs, donc c'est un entrepreneur normal. Okay. Et pourquoi je disais tout à l'heure que tout le monde peut entreprendre, c'est parce que les chassés nous montrent en fait l'histoire sur un autre angle. Je vais prendre comme exemple l'immigration, parce que ça va parler plus facilement à tout le monde. Si on regarde l'immigration, on regarde l'histoire, on va dire, des communautés. Toutes ces communautés qui sont arrivées en France, quand ils sont arrivés en France, ils ont quand même eu du mal à trouver du travail dans les années 70. Ils ont eu du mal à parler un bon français. Du coup, ils avaient du mal à trouver du job, et encore moins du job qualifié. Donc, vu qu'ils devaient survivre, qu'ils n'avaient pas le choix, en fait, ces personnes qui étaient vouées au salariat, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'entreprendre. Et c'est pour ça que certains métiers mais ont avec été donnés... plus de difficultés, du coup, parce que pas accès au crédit... Bien sûr. Et après, ils sont organisés comme une économie. Par exemple, regarde, la communauté chinoise a pris la restauration, les communautés portugaises, Rital, etc., ont pris le BTP, la communauté maghrébine est un peu allée partout, épicerie, chantier aussi, enfin tout ce qui est maçonnerie aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu regardes bien cette histoire-là, tous ces gens-là, ils sont devenus entrepreneurs parfois sans même parler français. Et même aujourd'hui, on a encore des entrepreneurs qui ne parlent même pas français en France, parce qu'en fait, ils n'ont pas eu le choix. Et vu qu'ils n'ont pas eu le choix, ils se sont créés leur métier, ils se sont créés leur patrimoine. Alors, ils n'ont pas eu le choix, mais peut-être... Alors, parce que si, ils avaient quand même accès à des métiers, mais de bas niveau de qualification. Même pas, non. Parce qu'il y a des métiers, par exemple, une femme qui voulait, je sais pas, être secrétaire ou assistante, ça parlait mal français avec un accent. Oui. Dans un pays qui était très, très discriminant et très raciste. Sûr. Plus à l'époque qu'aujourd'hui en plus, sur ces sujets-là, personne n'apprenait. Non, mais tu prends l'exemple, par exemple, de la restauration ou du bâtiment, ça reste quand même des métiers où il y a du bas niveau de qualification, où on emploie une main-d'œuvre immigrée, bien qu'elle n'ait pas forcément une bonne maîtrise du français. Est-ce que tu ne crois pas plutôt que c'était pas tant l'accès au marché, enfin l'inaccès au marché du travail, mais peut-être l'envie de gagner mieux leur vie sans forcément avoir tous les critères pour pouvoir avoir un bon poste, et que l'entrepreneuriat était une manière pour eux de s'élever socialement? Pour moi, c'est d'abord un critère de survie. Ça, j'en suis convaincu, j'en suis certain. Et après, ce critère de survie, ils ont connu un chemin. Ils ont vu que c'était pas si compliqué que ça. Ils ont vu que c'était à leur portée, que c'était accessible. Et du coup, ils ont pris goût. Et vu qu'ils ont pris goût, après, ils ont créé des structures plus grandes. Il y en a qui ont préféré garder des structures plus petites ou moyennes pour mieux maîtriser. Ou ils ont aidé d'autres personnes. Ils ont aidé d'autres personnes, et ça comblait leurs besoins, on va dire, primaires, physiologiques, tout. Mais si tu regardes bien, sur le marché du BTP, par exemple, tu as des gros entrepreneurs dans le BTP qui vont embaucher des cabinets d'études, des ingénieurs, etc., qui n'ont même pas cette qualification. Et c'est ça la beauté de l'entrepreneuriat. C'est de voir que quand tu vas sur un chemin où tu veux créer de la valeur, en fait, il y a des choses qui vont te dépasser ou que tu n'imaginais même pas qu'il se passe. Et c'est ça qui est beau. Donc c'est pour ça que cette théorie, pour moi, elle est très vraie. Ok, mais alors si cette théorie est vraie, en quoi, toi, tu étais en mode survie quand tu allais voulu entreprendre? Parce que tu avais déjà un métier, tu étais responsable de filière, tu gagnais relativement bien ta vie. Qu'est-ce qui a fait que tu as basculé dans l'entrepreneuriat? C'était quoi, toi, ton moteur, ton instinct de survie? Après, je pense qu'on a chacun nos valeurs, chacun le sens qu'on veut mettre à un métier. Comme je dis, on prend goût à certaines choses. Moi, là où je travaillais, je trouvais que je pouvais faire mieux, et que je pouvais faire des choses avec plus de sens et plus de choses. Et c'est même si j'avais déjà la volonté d'entreprendre, j'avais pas encore le bon background ou le bon mindset. Et après, il est venu tout seul, parce que quand tu es dans un mood, tu es dans une énergie, avec les bonnes personnes autour de toi, il te pousse aussi à faire des choses. Et c'est vrai que l'environnement que j'avais à ce moment-là m'a poussé à faire ça. Et c'est vrai qu'on a après, avec les valeurs qui étaient connectées à ce que je faisais, parce que moi j'ai commencé avec le métier d'éducation, mine de rien, c'est quand même un métier qui est très noble et qui change la vie, et qui change aussi la vie de beaucoup de personnes. Tu as envie d'y mettre plus d'amour et aussi plus d'énergie. Tu parles beaucoup d'amour dans ta manière de voir l'entrepreneuriat, et il y a un des chapitres qui s'appelle la Dream Team. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? La Dream Team, c'est comment... moi, j'ai une philosophie quand j'ai dû commencer à recruter des personnes. C'est qu'il fallait que dans mon recrutement, dans mon comportement, mes actions correspondent à mes valeurs et aux valeurs que je véhiculais. Okay. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à recruter, je ne cherchais pas fatalement les personnes avec les meilleurs diplômes, les personnes avec les meilleurs parcours. Je cherchais les personnes qui pouvaient devenir les meilleures. Donc, c'est-à-dire que c'était plus une détection de talent que de recruter des talents. Et c'est vrai que c'était plus compliqué, c'était plus chiant. Mais en tout cas, tu crées une meilleure valeur, parce que quand tu prends des personnes comme ça, elles vont faire grandir l'entreprise, grandir eux-mêmes. Et en fait, il va y avoir un genre d'effet égrégore qui est limite un peu religieux, tu vois, où il va y avoir un sens qui va se créer une alchimie entre les collaborateurs et l'entreprise, qui va faire que la marque va être beaucoup plus belle.
Et c'est comme ça que j'en parle dans d'autres chapitres aussi. Mais du coup, parce que tu as besoin de mettre du sens dans chacune de tes actions? Parce que pour le coup, il y a presque une envie sociétale dans... Bien sûr. Ça dépend C'est des gens. un vrai Tu as parti des pris. gens qui vont être dans le pur business, et c'est aussi très bien. Il y a des gens où leur motivation, ça va être de générer de la valeur. Il y en a, ça va être de générer de l'argent, du cash. Il y a des gens, ça va être d'avoir un projet social. C'est pour ça que l'entrepreneuriat, faut vraiment le voir comme une façon très plurielle du sujet. Et pas comme une... C'est vrai qu'en France, on le voit encore comme un seul chemin. Mais en fait, l'entrepreneuriat est beaucoup plus vaste. Il est aussi vaste que les carrières qu'on peut voir en entreprise. Donc chaque personne pourra construire son chemin de façon beaucoup plus belle, beaucoup plus noble, et aussi, pour certains, beaucoup plus forte. Pour finir, même si on n'est qu'au début de ces grands rendez-vous entrepreneuriaux entre toi et moi, tu as un chapitre qui m'a beaucoup interpellée, qui est le chapitre de l'évangélisation. Oui. Et c'est vrai que tu parles quand même beaucoup d'ésotérisme, voire même de religion. Est-ce que pour toi, l'entrepreneuriat ou la réussite entrepreneuriale, c'est un peu comme convertir en réalité? Moi, je vois l'entrepreneuriat comme une religion. Ouais. Et quand tu regardes sur des religions, c'est là où il y a les plus grands débats, les plus grandes passions, le plus grand amour, la plus grande dévotion, le plus grand engagement. Et l'évangélisation, ce qui est bien, c'est que ça te montre que justement, comme dans une religion, si tu mets ta vie, en fait, tu peux... Alors peut-être juste préciser comment toi tu vois l'évangélisation, parce que sinon on va avoir le sentiment que tu as décidé d'être ton Dieu dans ton entreprise, et c'est pas ça pour toi Non, l'évangélisation. L'évangélisation, c'est plus comment tu vas mettre de la visibilité sur tes valeurs. Ok. Parce qu'en fait, souvent, on a beaucoup d'entreprises qui ont des fortes valeurs, mais qui n'arrivent pas à y mettre la visibilité, du coup, qui méritent d'être connues et qui ne sont pas connues. L'évangélisation, c'est vraiment une façon de faire qui va permettre de transmettre le sens aux personnes et de transmettre vraiment ce que tu veux faire dans ce projet. Tu le vis, toi, vis-à-vis de tes clients, mais aussi de tes entreprises, enfin, de tes collaborateurs, pardon. C'est ça, oui. L'évangélisation, c'est vraiment un effet qui doit être en harmonie. C'est-à-dire que tu dois avoir ou les clients dans une entreprise, ou nous, dans notre cas, des étudiants, les collaborateurs, le fondateur, l'axe stratégique. Il faut que tout ça soit en communion. Et c'est ça qui va créer, on va dire, toute cette puissance, en tout cas dans le... Pour toi, l'évangélisation, c'est quoi? C'est l'adhésion réelle à un projet? Pour moi, c'est l'engagement réel à un projet. Ok. Parce que l'engagement, l'avantage, c'est que tu engages ton cœur et ton âme. Et c'est ça qui va créer cette force-là. Et quand tu regardes dans la rue, par exemple, je sais pas, les témoins de Jéhovah qui vont t'alpaguer dans la rue, tu vois, c'est des gens qui ont une conviction certaine, complète à ce qu'ils font. Et l'entrepreneuriat, quand tu as une entreprise, pour moi, évangéliser, c'est commencer justement à avoir cette conviction avec ton propre produit et ton propre service. Mais c'est quand même un petit peu en décalé de ce qu'on peut entendre. Alors, on est quand même dans un pays où la laïcité est quelque chose de très important. Bien sûr. Et c'est plutôt rare d'avoir un entrepreneur qui voit au final son aventure entrepreneuriale comme une forme de quête. Bien sûr, ça peut être le chemin de Compostelle d'une personne, ça peut être la Mecque d'un autre. Chez les Américains, c'est très normal. C'est-à-dire que si tu regardes les grosses startups, ils sont servis de cette stratégie-là. C'est-à-dire, tu prenais à l'époque les collaborateurs de chez Apple. Apple, c'était au-dessus de tout. Au-dessus des États-Unis, au-dessus de leur propre famille. Donc ça veut dire que c'était un peu même assimilé parfois à des sectes. Parce que c'était trop puissant. Et c'est pour ça que tu as décidé d'adhérer à cette forme d'entrepreneuriat, ou c'était quelque chose que tu avais déjà plus ou moins cultivé dans ta personnalité? C'était pour être en axe avec ce que je disais tout à l'heure, il faut être amoureux de ton entreprise. Okay. Et pour être amoureux de ton entreprise, il faut tout lui donner. Ok. Mais parce que tu avais conscience que c'était la seule façon pour réussir? Ou en tout cas, toi, c'était pour toi la seule manière dont tu avais envie de vivre ton entreprise? Je pense que tu peux réussir sans ça. Ouais. Mais par contre, je préfère quand c'est une belle façon de réussir. Okay. Et prendre ce procédé-là, prendre je vais même dire cette technique-là, même si on ne devrait pas dire ce mot-là, mais c'est plus accessible comme ça, je pense que ça peut apporter plus de facilité aux personnes pour se dire comment j'aime mon entreprise. Si tu veux mettre ton entreprise, il faut évangéliser, tout simplement. Merci beaucoup, Ridwan. De rien, Rose.